Elle se tenait sous la pluie, 2 valises à la main, expulsée par ses propres enfants de la maison de campagne en Provence qu'elle avait aidé à construire. Ils croyaient connaître leur mère, mais lorsqu'ils découvrirent qui était réellement Monique et ce qu'elle avait sacrifié pour eux, le choc fut dévastateur. Monique n'aurait jamais imaginé que ce matin-là serait la dernière fois qu'elle se réveillerait dans cette maison. Cette maison qu'elle et son mari avaient bâtie brique par brique, de leurs propres mains, avec la sueur et les économies de toute une vie de labeur. En cette matinée au ciel gris de plomb, elle se trouvait dans la cuisine, préparant le café comme elle l'avait fait pendant des décennies, lorsqu'elle entendit ses 3 enfants franchir la porte d'entrée. Ils arrivaient ensemble, ce qui était étrange. Sandrine, Stéphane et Sophie vivaient dans des villes différentes et se montraient rarement en même temps. Le cœur de Monique se mit à battre plus fort. C'était peut-être une bonne surprise. Peut-être voulaient-ils déjeuner ensemble comme autrefois. Mais lorsqu'elle regarda leur visage, elle y vit quelque chose de différent. Une froideur. Une froideur plus tranchante que le vent glacial qui soufflait au dehors. Sandrine fut la première à parler. Elle avait toujours été la plus dure des 3, celle qui avait hérité du caractère fort de son père, mais sans la bonté qui l'accompagnait. Elle entra dans la cuisine, regarda Monique avec cet air de quelqu'un sur le point de régler un problème désagréable et lâcha, sans détour, « Maman, il faut qu'on parle. » Monique éteignit le feu sous la cafetière, s'essuya les mains sur son tablier et se tourna vers ses enfants. « Bien sûr, mes amours. Asseyez-vous, je vous prépare un café bien frais. » Mais Sandrine secoua la tête. « Pas besoin de café. Ça ne va pas être long. » Le ton de sa voix était glacial, presque commercial, comme si elle concluait un mauvais contrat. Monique sentit sa poitrine se serrer, mais elle essaya de sourire. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Il s'est passé quelque chose ?» Stéphane s'approcha, les mains dans les poches de son pantalon de costume coûteux, et regarda sa mère comme on regarde un locataire en retard de loyer. « Maman, on a discuté et on a pris une décision. La maison est à nous maintenant. Tu vas devoir partir. » Les mots tombèrent comme des pierres sur la tête de Monique. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Partir? Partir où, mon fils? Cette maison est à moi. C'est ton père et moi qui l'avons construite. » Sandrine leva les yeux au ciel avec ce mépris que seuls les enfants ingrats peuvent avoir. « Maman, légalement, la maison est passée à notre nom quand papa est décédé. On t'a juste laissé rester ici parce que tu n'avais nulle part où aller. Mais maintenant, la situation a changé. On a besoin de vendre cette propriété. » Monique sentit ses jambes flageoler. « Vendre? Mais pourquoi? Vous avez vos propres maisons, vos emplois. Pourquoi vouloir vendre la maison de votre mère? » Stéphane laissa échapper un petit rire sec, de ceux qui font plus mal qu'une gifle. « Maman, tu crois vraiment qu'on va laisser un patrimoine comme celui-ci à l'abandon juste parce que tu veux continuer à y vivre? Cette propriété vaut une fortune. On peut diviser l'argent et chacun l'investir dans son propre avenir. » Monique se tourna vers Sophie, la Benjamine, celle qui avait toujours été la plus sensible, espérant qu'elle dirait quelque chose. Mais Sophie se contenta de baisser les yeux, se mordant la lèvre, trop lâche pour défendre sa propre mère. Sandrine poursuivit, avec le ton de quelqu'un qui perd patience. « Maman, on n'a pas le temps pour tes drames. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour faire tes affaires et partir. On a déjà contacté un agent immobilier. Il vient demain pour évaluer la propriété. » Monique sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle n'allait pas leur donner la satisfaction de la voir pleurer. « Mes enfants, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai travaillé toute ma vie pour construire cette maison. J'ai passé des années à coudre jusqu'au milieu de la nuit, à économiser chaque centime, à renoncer à tout pour vous donner le meilleur. » Stéphane croisa les bras, impatient. « C'est exactement pour ça que tu dois comprendre, maman. Tu as déjà vécu, tu as eu ta chance. Maintenant, c'est à notre tour de profiter de ce que papa et toi avez construit. » Monique ressentit une douleur dans la poitrine qui n'était pas physique, mais elle était bien réelle. C'était la douleur de voir les enfants qu'elle avait élevés se transformer en étrangers. « Mes enfants, je n'ai nulle part où aller. Où voulez-vous que j'aille? » Sandrine haussa les épaules. « Ce n'est plus notre problème, maman. Tu es une adulte, tu vas devoir te débrouiller. Il y a des foyers, des amis, des voisins.
On ne peut pas te porter sur notre dos pour toujours. Les mots furent comme des coups de poignard. Monique regarda ses 3 enfants, un par un, cherchant un signe d'humanité, une trace de l'amour qu'elle était certaine d'avoir planté en eux pendant des années, mais elle ne trouva que froideur, hâte et avidité. À ce moment-là, le ciel au dehors commença à s'assombrir. De lourds nuages se formèrent rapidement, comme si l'univers lui-même réagissait à cette injustice. Monique prit une profonde inspiration, redressa le dos et dit avec un calme dont elle ignorait l'origine, « Très bien. Je m'en vais. Mais un jour, vous comprendrez l'ampleur de l'erreur que vous êtes en train de commettre. » Sandrine leva de nouveau les yeux au ciel. Toujours ce mélodrame, maman. Toujours ce rôle de victime. On est juste pragmatique. Stéphane regarda la montre chère à son poignet. Maman, on a des engagements. Tu as jusqu'à 18 heures. Ne laisse pas de désordre, s'il te plaît. Monique monta lentement les escaliers, chaque marche pesant plus lourd que la précédente. Elle entra dans la chambre qu'elle avait partagée avec son mari pendant tant d'années, regarda le lit où il s'était endormi pour toujours quelques années plus tôt et eut envie de s'asseoir là et de ne plus jamais se relever. Mais elle ne pouvait pas, ce n'était pas dans sa nature d'abandonner. Elle prit 2 vieilles valises sous le lit et commença à y mettre ses vêtements. Elle n'avait pas grand-chose, toute une vie de travail et de sacrifice, et tout ce qu'elle possédait tenait dans 2 valises. Tandis qu'elle rangeait ses affaires, son regard s'arrêta sur une vieille boîte en bois rangée au fond du placard. Une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des décennies. À l'intérieur se trouvaient des documents, de vieilles photos, des souvenirs d'un temps qu'elle avait enterré dans le passé, un temps dont ses enfants ignoraient l'existence. Monique prit la boîte, essuya la poussière du couvercle et la plaça soigneusement dans l'une des valises. Il était peut-être temps d'ouvrir à nouveau cette boîte. Peut-être que le passé qu'elle avait fui toute sa vie était la seule chose qui pouvait la sauver maintenant. Quand elle descendit avec les 2 lourdes valises, ses 3 enfants étaient sur la terrasse, la regardant avec cette hâte irritante de ceux qui veulent se débarrasser d'un problème. Dehors, la pluie se mit à tomber. Ce n'était pas une pluie fine, mais un violent orage, de ceux qui vous trempent en quelques secondes. Monique regarda ses enfants, espérant qu'au moins l'un d'eux lui proposerait de la conduire quelque part, de l'aide, n'importe quoi. Mais Sandrine se contenta d'ouvrir la porte de la terrasse. Stéphane ajusta sa veste coûteuse et Sophie continua de regarder le sol, sans le courage d'affronter sa mère. Monique prit les 2 valises, une dans chaque main, et sortit de la maison. La pluie s'abattit violemment sur son visage, trempant les vêtements simples qu'elle portait, transformant le chemin de terre devant la maison en une boue glissante. Elle jeta un dernier regard en arrière et vit ses 3 enfants, immobiles sur la terrasse sèche, protégés de la tempête, regardant leur mère s'en aller comme si elle était une étrangère indésirable. Aucun d'eux ne bougea. Aucun d'eux ne cria pour lui demander de revenir. Aucun d'eux ne manifesta la moindre once de remords. Monique tourna le dos et commença à marcher sur le chemin de terre, sous la pluie torrentielle, portant 2 valises qui pesaient moins que la douleur dans son cœur. Mais à l'intérieur de l'une de ces valises se trouvait la vieille boîte. Et à l'intérieur de cette boîte se trouvait un secret que ses enfants n'auraient jamais imaginé, un secret qui allait tout changer. Dans quelques jours, Sandrine, Stéphane et Sophie découvriraient qui était réellement la femme qu'ils venaient d'expulser sous la pluie. Et quand ils le découvriraient, le choc serait si grand qu'ils ne parviendraient jamais à se pardonner ce qu'ils avaient fait en cette matinée grise et cruelle. Monique ne savait pas depuis combien de temps elle marchait. La pluie avait trempé chaque centimètre de ses vêtements. Les valises pesaient si lourd que ses bras semblaient sur le point de s'arracher, et le chemin de terre s'était transformé en une pâte de boue qui collait à ses vieilles chaussures. Chaque pas était une lutte, non pas contre la tempête, mais contre l'envie de tout abandonner. Elle regarda autour d'elle, essayant de reconnaître où elle était, mais la pluie était si forte qu'elle pouvait à peine voir à 1 mètre devant elle. Elle n'avait aucune idée de la distance parcourue. Elle ne savait pas si 1 heure ou 3 s'étaient écoulées. Son corps criait au repos, mais sa tête ne cessait de répéter les paroles de ses enfants. Tu as déjà vécu, tu as eu ta chance. Maintenant, c'est à notre tour. Ses jambes commencèrent à faiblir. Monique tenta un pas de plus, mais son pied glissa dans la boue. Elle tomba à genoux, laissant tomber les valises à côté d'elle. L'eau de pluie, mélangée à la boue, souilla son visage, ses mains, tout. Elle essaya de se relever, mais son corps n'obéissait plus. C'était comme si toutes ses forces avaient été drainées d'un seul coup. Ce n'était pas seulement la fatigue physique, c'était le poids émotionnel de tout ce qui s'était passé.
Monique s'assit là, dans la boue, sous la pluie torrentielle, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison, elle laissa ses larmes couler. Elle pleura tout ce qu'elle avait retenu devant ses enfants. Elle pleura l'ingratitude, la froideur, l'injustice. Elle pleura d'avoir consacré sa vie entière à élever 3 personnes qui la traitaient comme un déchet. Sa vision commença à se brouiller. Ce n'était pas seulement à cause de la pluie ou des larmes, c'était autre chose. Sa tête tournait, son corps chancelait et Monique sentit qu'elle était sur le point de s'évanouir. Elle essaya de s'agripper à une pierre au bord de la route, mais elle n'en eut pas la force. Elle tomba sur le côté dans la boue, les valises autour d'elle, et la dernière chose qu'elle vit avant que tout ne s'obscurcisse fut le ciel gris, déversant de l'eau comme si le monde entier pleurait avec elle. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus sur la route. Elle était allongée dans un lit simple, couverte de draps propres qui sentaient le savon de Marseille. Sa tête lui faisait mal, son corps était lourd, mais au moins elle était au sec et au chaud. Monique cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où elle était. La chambre était petite, avec des murs en bois, une fenêtre avec un rideau en tissu fleuri et un crucifix accroché au mur. Elle tenta de se lever, mais une voix douce l'interrompit. « Calmez-vous, madame, vous êtes encore faible. Restez allongée encore un peu. » Monique tourna la tête et vit une femme d'une 50aine d'années, le visage marqué par les rides de quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie, mais avec un sourire sincère qui illuminait toute la pièce. La femme s'approcha, tenant une tasse fumante. « Je vous ai apporté un thé bien chaud. Ça vous fera du bien. » Monique accepta la tasse avec des mains tremblantes. « Où suis-je » La femme s'assit au bord du lit. « Vous êtes chez moi, dans notre gîte simple en Normandie. Mon mari, Jean, vous a trouvé évanoui sur la route. Nous vous avons ramené ici. Il y a quelques heures de cela. » Monique sentit de nouveau ses yeux s'emplir de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse cette fois, mais des larmes de gratitude. Des inconnus avaient fait pour elle ce que ses propres enfants n'avaient pas fait. « Je ne sais pas comment vous remercier. » La femme, qui se présenta comme étant Nathalie, secoua la tête en souriant. « Il n'y a pas à remercier. On fait ce qu'on peut pour aider. » Que vous est-il arrivé ? Pourquoi étiez-vous seul sous cette pluie ? Monique hésita. Comment expliquer sans paraître pathétique ? Comment raconter que ses propres enfants l'avaient chassée de chez elle ? J'ai eu quelques problèmes de famille. J'ai dû quitter ma maison rapidement. Nathalie n'insista pas. Elle sentait que c'était un sujet douloureux. Eh bien, vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un toit et de quoi manger. Monique regarda autour d'elle cette chambre simple, cette maison humble, et ressentit plus de chaleur ici que dans sa propre maison ces dernières années. Je ne veux pas vous déranger, je peux aider pour tout ce qu'il faudra. Nathalie sourit. Si vous vous sentez assez bien pour aider, je ne refuserai pas. Il y a toujours du linge à laver, de la nourriture à préparer. Ici, tout le monde aide tout le monde. Les jours suivants, Monique se rétablit peu à peu. Elle aidait Nathalie dans les tâches ménagères, cuisinait, lavait le linge, balayait la maison. C'était une vie simple, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans cette routine. Jean était un homme taiseux, il travaillait dans une ferme voisine, mais rentrait toujours à la maison avec un sourire aimable et demandait à Monique si elle se sentait mieux. Le couple n'avait pas d'enfants et traitait Monique comme si elle faisait partie de la famille. Cela faisait mal et guérissait en même temps. Mal, parce que ses propres enfants ne lui donnaient pas ce que ces étrangers lui offraient, et guérissait, parce que cela montrait qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Un soir, après que Jean et Nathalie furent allés se coucher, Monique resta seule dans le petit salon de la maison. La pluie était revenue, frappant doucement le toit de tôle. Elle regarda les 2 valises que Jean avait placées dans un coin de la chambre où elle logeait. Elle se leva lentement, prit la valise où se trouvait la vieille boîte et retourna au salon. Elle s'assit sur la chaise en bois près de la fenêtre et posa la boîte sur ses genoux. Cela faisait tant d'années qu'elle ne l'avait pas ouverte, tant d'années à fuir ce qui y était gardé. De ses mains tremblantes, Monique ouvrit le couvercle de la boîte. À l'intérieur se trouvaient des photographies jaunies par le temps, de vieux documents, de vieux journaux. Elle prit la première photo et sentit son cœur se serrer. C'était elle, mais une version qui semblait appartenir à une autre vie. Une jeune femme, magnifique, vêtue de vêtements coûteux, debout devant un immense château familial dans le Val-de-Loire. À côté d'elle,
un couple élégant. Ses parents, des parents qu'elle n'avait pas vus depuis des décennies. Des parents qui avaient choisi l'argent plutôt que leur fille. Monique passa ses doigts sur la photo, se souvenant de chaque détail de ce jour. Elle avait été prise peu avant que tout ne s'effondre, peu avant qu'elle ne doive faire le choix le plus difficile de sa vie. Elle prit une autre photo. Cette fois, c'était elle avec un homme simple, souriant d'une manière que seul quelqu'un de véritablement amoureux peut sourire. Le père de ses enfants, l'homme qu'elle avait choisi à la place de la fortune, l'homme pour qui elle avait tout abandonné. Il n'était plus là. Il était parti il y a quelques années, mais son souvenir réchauffait encore son cœur. Est-ce que ça en valait la peine? Se demanda-t-elle en regardant la photo. Valait-il la peine de tout abandonner par amour? Monique était si absorbée par ses souvenirs qu'elle ne remarqua pas Nathalie apparaître à la porte du salon. La femme s'était réveillée pour boire de l'eau et avait vu la lumière allumée. Elle resta immobile, observant Monique, regardant ses vieilles photos, et quelque chose dans ces images attira son attention. Ce n'étaient pas des photos de gens ordinaires, c'étaient des photos de gens riches, très riches. Nathalie s'approcha lentement. Elle ne voulait pas l'effrayer, mais sa curiosité était trop forte. « Madame Monique, c'est vous sur la photo ?» Monique sursauta, tenta de cacher rapidement les photos dans la boîte, mais Nathalie avait déjà vu. « C'est juste le passé, Nathalie. De vieilles choses qui n'ont plus d'importance. » Mais Nathalie vit les larmes dans les yeux de Monique, vit la douleur sur ce visage fatigué. Elle s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Le passé a toujours de l'importance, madame. Il fait partie de qui nous sommes. » Monique secoua la tête. « Ce passé ne m'a apporté que de la douleur. Je préfère ne pas me souvenir. » Nathalie regarda de nouveau les photos encore visibles dans la boîte. Ce château, ces vêtements coûteux, cette allure de gens importants. Vous venez d'une famille riche, n'est-ce pas? Monique referma brusquement la boîte, comme pour y enfermer à nouveau ses souvenirs. Oui, mais j'ai choisi de partir. J'ai choisi une vie simple avec l'homme que j'aimais. Nathalie resta silencieuse quelques secondes, digérant l'information. Et votre famille, vos parents? Monique essuya ses larmes. Ils m'ont donné un ultimatum. Soit je restais avec eux et l'argent, soit je partais avec l'homme que j'aimais. J'ai choisi l'amour. Ils m'ont déshérité. Nous ne nous sommes plus jamais parlé. Nathalie lui serra la main avec affection. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été, mais je ne regrette pas. J'ai eu une vie heureuse, même si elle était simple. J'ai élevé 3 enfants merveilleux. Du moins, je pensais qu'ils l'étaient. Sa voix se brisa sur la dernière phrase. À ce moment, Jean apparut également à la porte. Il s'était réveillé et avait remarqué l'absence de sa femme. Il vit les 2 femmes discuter et s'approcha. « Tout va bien ici ?» Nathalie regarda son mari. « Jean, Madame Monique a une histoire incroyable. Elle vient d'une famille riche, mais a tout quitté par amour. » Jean regarda Monique avec un respect renouvelé. « J'ai toujours pensé que vous aviez une allure de personne importante. Vous avez une posture, une façon de parler, une éducation. Maintenant je comprends pourquoi. » Monique secoua la tête. « Je ne suis pas importante. Je suis juste une mère qui a consacré sa vie à ses enfants et qui a été jetée dehors quand elle ne servait plus à rien. » Nathalie prit le visage de Monique entre ses mains, l'obligeant à la regarder dans les yeux. « Vous êtes importante, oui. Et vos enfants s'en rendront compte. Il n'est pas encore trop tard. » Monique sourit tristement. « Je crois qu'il est trop tard, Nathalie. Ils ont été très clairs sur le fait qu'ils ne veulent plus entendre parler de moi. » Jean croisa les bras, pensif. La vie est ainsi faite. Parfois, on apprécie ce qu'on n'a qu'une fois qu'on l'a perdu. Monique rangea la boîte dans la valise, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas oublier ce qu'elle avait vu. Ces photos avaient rouvert d'anciennes blessures. Elles lui rappelaient un passé qu'elle avait tenté d'enterrer. Et pour la première fois depuis des décennies, Monique se demanda si elle n'avait pas commis une erreur en fuyant sa riche famille. Si elle était restée, peut-être que ses enfants auraient eu une vie meilleure. Peut-être qu'ils ne l'auraient pas traitée avec tant de mépris s'ils avaient su la vérité. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Ou peut-être pas? Car cette même nuit, dans une autre ville,
un avocat élégant cherchait désespérément une femme nommée Monique Cavalcante. Et quand il la trouverait, tout changerait. Sandrine était sur la terrasse de la maison, regardant la propriété avec les yeux de quelqu'un qui calculait déjà combien d'argent elle allait recevoir. Cela faisait 4 jours qu'ils avaient expulsé leur mère et elle n'avait ressenti aucune once de remords. En fait, elle était soulagée, enfin libérée de ce poids, de cette femme dramatique qui se posait toujours en victime. Stéphane était à côté d'elle, fumant une cigarette coûteuse, consultant son téléphone, répondant à des messages professionnels. Sophie était à l'intérieur, rangeant les affaires de sa mère dans des cartons pour les jeter. Aucun des trois n'avait cherché à savoir si Monique allait bien, si elle avait trouvé un endroit où loger, si elle était en vie. Ils s'en fichaient, tout simplement. C'est alors qu'ils virent un nuage de poussière se soulever sur le chemin de terre. Une voiture de luxe noire, du genre qu'on ne voit pas dans cette région, avançait lentement sur la route cahoteuse. Sandrine fronça les sourcils. Qui cela pouvait-il être? L'agent immobilier ne venait que le lendemain. Stéphane laissa tomber son téléphone et prêta attention. La voiture s'arrêta devant la maison et un homme d'une 60aine d'années en sortit, costume impeccable, mallette en cuir à la main, lunettes de marque. Il avait cette allure de personne importante, de quelqu'un habitué à résoudre de gros problèmes. Il regarda la maison, vérifia un papier qu'il sortit de sa poche et se dirigea d'un pas décidé vers la terrasse où se trouvaient Sandrine et Stéphane. « Bonjour. Je cherche Madame Monique Cavalcante. Elle habite ici ?» Sandrine cligna des yeux, confuse. « Cavalcante ? Ma mère s'appelle Monique Silva. » L'avocat, car il était évident que c'en était un, ajusta ses lunettes et regarda de nouveau le papier. Monique Silva est peut-être le nom qu'elle utilise actuellement, mais son nom de naissance est Monique Cavalcante. Est-elle là? Stéphane s'approcha, méfiant. Qui êtes-vous et que voulez-vous à notre mère? L'homme sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. Je m'appelle Maître Philippe Dubois, avocat spécialisé en succession et héritage. Je représente la famille Cavalcante depuis plus de 30 ans. Sandrine prit la carte, la lut et sentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Cavalcante. Ce nom de famille lui semblait familier. Elle l'avait déjà entendu quelque part, mais ne parvenait pas à se souvenir où. Maître Dubois, ma mère n'a jamais utilisé ce nom. Elle a toujours été Silva. L'avocat soupira comme quelqu'un sur le point de révéler quelque chose de lourd. C'est parce qu'elle a renoncé au nom de sa famille en quittant la maison il y a des décennies. Mais légalement, son nom reste Cavalcante et j'ai absolument besoin de lui parler. C'est au sujet d'un héritage. Le mot tomba comme une bombe. Héritage? Quel héritage? Sophie apparut à la porte, ayant entendu la conversation. Maître Dubois ajusta sa mallette sous son bras. Les parents de Monique Cavalcante, Monsieur Henri et Madame Elisabeth Cavalcante, sont décédés récemment. Ils ont laissé un testament spécifique, recherchant la fille qu'ils n'avaient pas vue depuis plus de 40 ans. Sandrine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Attendez, vous êtes en train de dire que ma mère est la fille de gens riches? L'avocat la regarda avec cette expression de celui qui est las de voir des familles se battre pour de l'argent. Pas seulement riches. Les Cavalcantes sont l'une des familles les plus traditionnelles et fortunées du pays. Propriétaires d'industries, de biens immobiliers, d'investissements. Le patrimoine laissé dépasse les 100 millions d'euros. Le silence qui suivit fut assourdissant. Stéphane laissa tomber sa cigarette. Sandrine s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Sophie se couvrit la bouche avec les mains. 100 millions d'euros. Leur mère, cette femme simple qui passait sa vie à coudre, qui portait de vieux vêtements, qui économisait chaque centime, était l'héritière de 100 millions d'euros. Impossible. Ce devait être un mensonge, une arnaque. Stéphane fut le premier à se remettre du choc. Ça n'a aucun sens. Notre mère a toujours été pauvre, elle a toujours vécu dans cette maison simple, en travaillant comme couturière. Comment peut-elle être l'héritière d'une fortune? Maître Dubois ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. Je peux vous expliquer. Monique est née dans une famille extrêmement riche. Elle a été élevée dans le plus grand confort. Mais vers l'âge de 20 ans, elle est tombée amoureuse d'un homme que sa famille n'approuvait pas. Un homme simple, travailleur, mais sans argent. Les parents de Monique lui ont donné un ultimatum.
Soit elle mettait fin à sa relation et restait dans la famille, soit elle partait sans rien emporter. Sandrine sentit son cœur s'accélérer. Et elle a choisi le type. Elle a choisi de partir. L'avocat acquiesça. Elle a choisi l'amour. Elle a quitté la maison avec seulement les vêtements qu'elle portait et n'est jamais revenue. Ses parents s'attendaient à ce qu'elle revienne, pleine de regrets, mais Monique n'est jamais revenue. Elle s'est construit une nouvelle vie, s'est mariée, a eu des enfants. Stéphane regarda Sandrine, puis Sophie. Le type qu'elle a choisi. C'était notre père. L'avocat confirma. Exactement. Et pendant toutes ces années, ses parents, Henri et Elisabeth, n'ont jamais cessé de la chercher. Ils ont engagé des détectives, des enquêteurs, mais Monique avait changé de nom de famille, changé de vie complètement. Il a été impossible de la localiser. Sandrine sentit quelque chose brûler dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la surprise, c'était de la colère mêlée de désespoir. Une mère riche. Toute leur vie à croire qu'ils étaient pauvres, qu'ils devaient se battre pour tout, et leur mère était riche depuis le début. Mais attendez, si elle a quitté sa famille il y a des décennies, pourquoi un héritage apparaît-il maintenant? Maître Dubois rangea les documents. Parce qu'avant de mourir, Henri et Elisabeth ont changé d'avis. Ils ont laissé un testament spécifique recherchant leur fille. Ils ont dit qu'elle avait eu raison, que l'amour vaut plus que l'argent, et ils lui ont tout laissé, en lui demandant pardon d'avoir été si dur. Sophie s'approcha timidement. Et Madame Monique est au courant de ça? L'avocat secoua la tête. Je n'ai pas encore réussi à la localiser, c'est pourquoi je suis venu ici. L'adresse de cette propriété figurait dans ses dossiers. J'imaginais qu'elle vivait ici. Sandrine sentit la panique l'envahir. Ils avaient expulsé une héritière de 100 millions d'euros. Ils avaient jeté leur propre mère à la rue sous la pluie, pensant qu'elle n'avait rien. Et maintenant? Et si elle ne voulait plus entendre parler d'eux? Et si elle décidait de tout laisser à quelqu'un d'autre? Stéphane tenta de dissimuler son désespoir. Notre mère est partie il y a quelques jours. Elle a eu des problèmes personnels et a dû voyager. L'avocat fronça les sourcils. Voyager où? Nous ne savons pas. Elle n'a pas laissé de contact. Le mensonge sortit si naturellement que même Sandrine en fut impressionnée. Mais Maître Dubois n'était pas dupe. Il travaillait avec des familles depuis des décennies et connaissait bien l'odeur du conflit. Je vois. Et quand revient-elle? Nous ne savons pas. Ça pourrait prendre du temps. L'avocat sortit une autre carte de sa poche et la tendit à Sandrine. Quand elle reviendra, s'il vous plaît, demandez-lui de m'appeler immédiatement. C'est urgent. L'héritage doit être réglé. Sandrine prit la carte avec des mains tremblantes. Bien sûr, nous la préviendrons. Maître Dubois regarda autour de lui, vit les cartons avec les affaires de Monique jetées, vit la froideur sur le visage des 3 enfants et comprit tout. Encore un cas de famille qui n'apprécie qu'après avoir perdu. Il avait vu cela des centaines de fois. J'espère juste que lorsque vous retrouverez votre mère, vous la traiterez avec le respect qu'elle mérite. Une femme qui a renoncé à 100 millions d'euros par amour est une personne rare dans ce monde. Et il partit, laissant les 3 enfants paralysés sur la terrasse. Quand la voiture de luxe noire disparut sur la route, Sandrine s'effondra sur une chaise. 100 millions d'euros. Maman est l'héritière de 100 millions d'euros. Et on l'a mise à la rue. Stéphane se passa les mains sur le visage, désespéré. Qu'est-ce qu'on a fait? Sophie se mit à pleurer. Je vous avais dit que c'était mal. Je vous avais dit qu'on aurait dû mieux la traiter. Sandrine se leva d'un bond, agressive. Ce n'est pas le moment de pleurer. On doit la retrouver. Stéphane acquiesça. Vite. Avant qu'elle ne décide de ne rien nous laisser. Tous les 3 se précipitèrent dans la maison, prirent leur téléphone, commencèrent à appeler tous ceux qu'ils connaissaient, les voisins, les parents éloignés, quiconque pourrait savoir où se trouvait Monique. Mais personne ne savait, personne ne l'avait vue. La femme avait simplement disparu sous cette pluie il y a 3 jours et n'avait donné aucun signe de vie. Sandrine sentit la panique grandir. Et si elle avait? Si quelque chose lui était arrivé? Stéphane devint blême. Ne dis pas ça. Sophie s'effondra sur le canapé en pleurant. On l'a chassée sous la pluie et maintenant elle a disparu.
À ce moment-là, les 3 enfants réalisèrent la dimension de l'erreur qu'ils avaient commise. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait d'avoir expulsé une femme qui avait renoncé à une fortune pour leur donner de l'amour. Une femme qui avait vécu des décennies en silence, travaillant dur, économisant chaque centime, sans jamais raconter qu'elle aurait pu avoir une vie de luxe. Monique avait choisi d'être pauvre pour rester avec l'homme qu'elle aimait et élever ses enfants. Et en retour, ses enfants l'avaient jetée à la rue comme un déchet. Sandrine prit le téléphone et commença à appeler les hôpitaux, les postes de santé, les commissariats, cherchant toute trace d'une femme de 68 ans qui serait apparue ces derniers jours. Mais il n'y avait rien. Monique avait disparu. Et tandis que les 3 enfants sombraient dans le désespoir, dans une autre ville, dans une maison simple, Monique aidait Nathalie à préparer le dîner, sans se douter que sa vie était sur le point de changer complètement, et sans se douter que les enfants qui l'avaient expulsée la cherchaient maintenant désespérément, non pas par amour, mais pour 100 millions de raisons. Sandrine ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Elle se tournait et se retournait dans son lit, sa tête martelant les mêmes mots. 100 millions d'euros, mère riche, héritage. Comment était-il possible que la femme qu'ils avaient expulsée 3 jours plus tôt valait plus que tout ce dont ils avaient rêvé toute leur vie? Comment était-il possible qu'elle n'ait jamais rien dit? Stéphane était encore pire. Il avait bu une demi-bouteille de whisky, essayant de digérer l'information, mais plus il buvait, plus il se sentait coupable. Ce n'était pas de la culpabilité envers sa mère, c'était le désespoir d'avoir perdu la chance d'accéder à cette fortune. Sophie pleurait dans sa chambre, mais ce n'était pas seulement par remords, c'était par peur. Peur que sa mère ne revienne jamais, peur d'avoir tout détruit. Le lendemain matin, ils étaient tous les 3 dans le salon quand ils entendirent de nouveau la voiture sur la route. C'était Maître Dubois qui revenait. Sandrine se précipita vers la porte avant même qu'il ne frappe. « Maître, bonjour. Avez-vous retrouvé ma mère ?» L'avocat entra avec une expression sérieuse. « Non, mais je dois vous parler. C'est important. » Stéphane et Sophie rejoignirent Sandrine dans le salon. L'avocat s'assit, ouvrit sa mallette et en sortit une pile de documents. « J'ai passé la nuit à examiner le dossier de Monique Cavalcante et j'ai découvert des choses que vous devez savoir. » Sandrine s'assit au bord du canapé, anxieuse. « Quelle chose ?» Maître Dubois prit une profonde inspiration. « Vous savez que votre mère a renoncé à une fortune pour rester avec votre père, mais vous ne savez pas à combien elle a renoncé. » Les 3 restèrent silencieux. L'avocat poursuivit. Monique n'était pas seulement riche, elle était extrêmement intelligente. Elle était diplômée en administration des affaires, parlait 4 langues. Elle était préparée pour reprendre les affaires de la famille. Elle avait tout. Un avenir assuré, un mariage arrangé avec un homme d'affaires important, une vie de luxe. Et elle a tout quitté. Stéphane sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait ça? L'avocat sourit tristement. Parce qu'elle a rencontré votre père, un homme simple qui travaillait dans l'une des fermes de la famille Cavalcante. Ils sont tombés amoureux. Les parents de Monique étaient furieux. Ils lui ont donné cet ultimatum. Soit elle restait avec eux et l'argent, soit elle partait sans rien, littéralement sans rien. Sophie essuya ses larmes. Et elle a choisi mon père. Exactement. Elle est partie de la maison avec les vêtements qu'elle portait. Ses parents pensaient qu'elle reviendrait en quelques jours, pleine de regrets, mais Monique n'est jamais revenue. Sandrine sentit sa gorge se serrer. Qu'a-t-elle fait après être partie? Maître Dubois prit un autre document. D'après les enquêteurs que la famille a engagés à l'époque, elle est allée vivre dans une maison très simple avec votre père. Il travaillait dans la construction. Elle a commencé à faire de la couture. Il vivait avec le strict minimum, sans aucun luxe. Et malgré tout, Monique ne s'est jamais plainte, n'a jamais essayé de contacter ses parents pour demander de l'aide. Stéphane secoua la tête, incrédule. Maman a toujours été trop fière, elle a toujours voulu tout faire seule. Maintenant je comprends pourquoi. L'avocat continua. Des années plus tard, quand vous êtes né, les enquêteurs ont rapporté que Monique travaillait jour et nuit à la couture pour subvenir aux besoins de ses enfants. Votre père faisait ce qu'il pouvait, mais son salaire était modeste. La majeure partie de l'argent qui a soutenu cette famille provenait du travail de Monique. Sandrine sentit quelque chose brûler en elle.
Un mélange de honte et de colère. Honte de ce qu'ils avaient fait et colère de n'avoir jamais su la vérité. Pourquoi ne nous a-t-elle jamais rien dit de tout ça? Maître Dubois les regarda tous les trois avec cette expression de celui qui a vu beaucoup de misère humaine. Probablement parce qu'elle avait honte, ou parce qu'elle ne voulait pas que vous grandissiez en sachant qu'elle avait tout abandonné. Monique voulait que vous appréciiez ce que vous aviez, pas ce qu'elle avait perdu. Sophie sanglota. Et nous l'avons remerciée en la jetant à la rue. L'avocat ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. La phrase disait tout. Stéphane se leva, alla à la fenêtre, regarda la route vide. Maître Dubois, y a-t-il autre chose que nous devons savoir? L'avocat hésita. Oui, mais je ne sais pas si vous êtes prêt à l'entendre. Sandrine se leva également. Dites-nous tout. Nous devons savoir. L'avocat sortit un autre document. Ceci est un rapport des enquêteurs datant de quelques années. Ils ont localisé Monique, mais elle a demandé à ne pas être contactée. Elle a dit qu'elle avait fait son choix et ne le regrettait pas. Mais elle a demandé aux enquêteurs de dire une chose à ses parents. Quoi? Demanda Sandrine. Maître Dubois lut le document. Elle a fait dire qu'elle pardonnait à ses parents d'avoir été si durs, qu'elle comprenait qu'ils voulaient seulement protéger son avenir et qu'elle était heureuse de la vie qu'elle avait construite. Que ses 3 enfants étaient la plus grande richesse qu'elle pouvait avoir. La pièce devint absolument silencieuse. Ces mots pesèrent comme du plomb sur le cœur des 3 enfants. Elle les avait appelés sa plus grande richesse, et ils l'avaient traité comme un poids, un fardeau, quelque chose de jetable. Stéphane s'assit par terre, s'adossant au mur, anéanti. On ne la mérite pas. Sandrine se couvrit le visage de ses mains. On ne l'a jamais mérité. Sophie courut dans sa chambre, n'en pouvant plus d'entendre. Maître Dubois rangea les documents. Il y a autre chose. Les parents de Monique, avant de mourir, lui ont laissé des lettres. Des lettres? Pour lui demander pardon, lui dire qu'elle avait raison, que l'amour vaut plus que tout, et lui demander de pardonner leur froideur. Stéphane regarda l'avocat avec des yeux rouges. Et elle n'a jamais su ça? Jamais. Parce que ses parents n'ont eu le courage d'écrire ces lettres que lorsqu'ils étaient déjà très affaiblis et sont morts avant de pouvoir les envoyer. Sandrine ressentit une douleur physique dans sa poitrine. Maman a vécu toute sa vie en pensant que ses parents la détestaient, et en fait, ils l'aimaient. Maître Dubois sentit exactement la même chose. Et ils lui ont tout laissé, toute la fortune, toutes les propriétés, à une seule condition. Quelle condition? Demanda Sandrine. Qu'elle fasse ce qu'elle voulait de l'argent, qu'elle vive la vie qu'elle avait toujours voulu vivre. Libre, heureuse. À sa façon. Stéphane se passa les mains sur le visage. Et on lui a enlevé ça aussi. On lui a enlevé la chance d'avoir la paix. À ce moment, Sophie revint du salon, tenant une vieille boîte. J'ai trouvé ça dans la chambre de maman. C'était caché au fond du placard. Sandrine regarda. Qu'est-ce que c'est? Sophie ouvrit la boîte. Des lettres. Des dizaines de lettres écrites par maman. Maître Dubois s'approcha, curieux. Je peux voir? Sophie les lui tendit. L'avocat commença à lire et son expression changea complètement. Mon Dieu! Qu'y a-t-il? Demanda Stéphane, désespéré. Ces lettres sont de Monique. Elle les a écrites à ses parents pendant des années, mais ne les a jamais envoyées. Sandrine prit une des lettres et commença à lire à voix haute, tremblante. Cher papa et maman, cela fait aujourd'hui 10 ans que j'ai quitté la maison. Je ne regrette pas mon choix. Mon mari est un homme bon. Mes enfants sont en bonne santé. Mais j'avoue que vous me manquez. Les conversations avec maman me manquent, les conseils de papa me manquent. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. J'espère que vous comprendrez que j'ai choisi l'amour, et que cela ne signifie pas que je ne vous aime pas. La voix de Sandrine se brisa. Elle continua à lire. Sandrine grandit, elle est belle et intelligente. Stéphane est espiègle, mais il a un cœur énorme. Sophie vient de naître et c'est la chose la plus parfaite au monde. J'aimerais tant que vous connaissiez vos petits-enfants, mais je comprends si vous ne le voulez pas. Je respecte votre décision. Je voulais juste que vous sachiez que je suis heureuse. Pauvre, mais heureuse.
Stéphane arracha la lettre des mains de Sandrine et lut la fin. Et quand je quitterai ce monde, je veux que mes enfants sachent qu'ils ont été aimés, que j'ai donné tout ce que j'avais à donner et que je ne regrette aucun de mes choix, car j'ai choisi l'amour, et l'amour vaut plus que n'importe quelle fortune. Stéphane jeta la lettre par terre et sortit en courant de la maison, n'en pouvant plus. Sandrine prit une autre lettre, plus récente. Celle-ci datait de quelques mois. Elle la lut à voix basse, presque en chuchotant. « Cher papa et maman, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis déjà parti. Je veux que vous sachiez que je vous ai toujours aimé. Je n'ai jamais gardé de rancune. J'ai compris que vous vouliez me protéger. Et aujourd'hui, en regardant mes enfants, je comprends encore plus. On veut toujours le meilleur pour ceux qu'on aime. Vous pensiez que le meilleur était l'argent. Je pensais que c'était l'amour. Peut-être que nous avions tous les deux raison. Ou peut-être que nous avions tous les deux tort. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai vécu une vie honnête, j'ai travaillé dur, j'ai élevé 3 enfants merveilleux, et si je pouvais revenir en arrière, je referais tout, car j'ai aimé pour de vrai et ça, personne ne peut me l'enlever. » Sandrine ne put continuer à lire. Les larmes coulaient sans arrêt. Sophie prit la lettre et lut la fin. PS. Si mes enfants trouvent un jour ces lettres, je veux qu'ils sachent qu'ils ont été ma plus grande richesse, que chaque sacrifice en valait la peine, que chaque nuit blanche à coudre, chaque facture serrée, chaque difficulté, tout en valait la peine parce que je vous avais. J'espère avoir été une bonne mère. J'espère avoir enseigné que le caractère vaut plus que l'argent. Je vous aime pour toujours, maman. Sophie s'effondra sur le sol en pleurant. On l'a mise à la rue, on l'a traitée de poids, on lui a dit qu'elle avait déjà trop vécu à nos dépens, et elle a écrit ça, qu'on était sa plus grande richesse. Sandrine sanglotait aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Maître Dubois rangea soigneusement les lettres. Vous avez fait ce que beaucoup de gens font. Vous n'avez apprécié que lorsque vous avez perdu. Maintenant, vous devez la retrouver et lui demander pardon sincèrement, non pas à cause de l'héritage, mais parce que c'est la chose juste à faire. Stéphane revint à l'intérieur, le visage rouge de larmes. On doit retrouver maman. Maintenant. Sandrine acquiesça. Pour hier. Tous les 3 sortirent en courant, montèrent dans la voiture et commencèrent à parcourir toute la région à sa recherche. Ils demandèrent dans les hôpitaux, les centres de santé, chez les voisins, n'importe où. Mais Monique avait disparu, et plus ils cherchaient sans la trouver, plus leur désespoir grandissait. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent maintenant, c'était parce qu'ils avaient enfin compris l'ampleur de l'erreur qu'ils avaient commise. Ils n'avaient pas seulement expulsé une mère, ils avaient expulsé un ange qui avait renoncé au paradis pour rester sur terre avec eux. Sandrine conduisait comme une folle sur le chemin de terre, les yeux rouges de larmes, le téléphone à l'oreille, appelant tous ceux qu'elle connaissait. Stéphane était sur le siège passager, la tête entre les mains, répétant à voix basse que tout était de sa faute. Sophie, sur la banquette arrière, regardait par la fenêtre, cherchant le moindre signe de sa mère au bord de la route. Cela faisait 4 jours depuis l'expulsion et aucune trace de Monique. C'était comme si la terre l'avait avalée. Ils décidèrent de rentrer à la maison et c'est là qu'ils virent Madame Janine, la plus ancienne voisine de la région, debout à son portail, les regardant. C'était une femme d'environ 70 ans qui connaissait Monique depuis son arrivée sur cette propriété des décennies plus tôt. Sandrine arrêta la voiture et descendit. « Madame Janine, avez-vous vu ma mère ?» La voisine les regarda tous les 3 avec une expression mêlant tristesse et déception. « Oui, je l'ai vue. Le jour où vous l'avez mise à la porte. » Sandrine sentit ses jambes flageoler. « Vous avez vu ce qui s'est passé ?» Madame Janine croisa les bras. « J'ai tout vu. Je vous ai vu sur la terrasse, au sec, pendant que votre mère partait sous un orage, portant ses lourdes valises. Je l'ai vu trébucher dans la boue et tomber. Et je vous ai vus tous les 3, immobiles, sans l'aider. » Stéphane s'approcha, honteux. « Madame Janine, on la cherche. On doit lui parler d'urgence. » La voisine laissa échapper un rire amer. « Maintenant vous voulez la chercher ? 4 jours après l'avoir jetée à la rue comme un chien. » Sandrine tenta de s'expliquer. « Vous ne comprenez pas. On a découvert des choses sur ma mère, des choses importantes. » Madame Janine secoua la tête. « Vous avez découvert qu'elle avait de l'argent, c'est ça ?» Sandrine devint blême.
Comment savez-vous? Parce que votre mère m'a tout raconté il y a des années. Elle me faisait confiance. Les 3 enfants étaient sous le choc. Leur mère s'était confiée à la voisine, mais jamais à eux. Madame Janine continua d'une voix ferme. Monique m'a raconté qu'elle venait d'une famille riche, qu'elle avait tout quitté par amour et m'a fait promettre de ne jamais vous le dire. Elle disait que vous deviez apprendre la valeur des choses. Sophie s'approcha. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté d'autre? La voisine soupira. Des choses que vous auriez dû remarquer si vous aviez prêté attention à votre propre mère. Savez-vous combien de fois j'ai vu Monique avoir faim pour que vous puissiez manger? Stéphane écarquilla les yeux. Comment ça? Madame Janine le regarda avec mépris. Combien de fois je suis venu ici apporter à manger et votre mère disait qu'elle avait déjà dîné, mais je voyais son assiette vide dans l'évier. Combien de fois elle mentait en disant qu'elle n'avait pas faim pour qu'il reste de la nourriture pour vous? Sandrine sentit quelque chose se briser en elle. Maman avait faim? La voisine continua, impitoyable. Oui, pendant des années, surtout quand vous étiez adolescent et que vous mangiez beaucoup. Elle se réveillait au milieu de la nuit pour coudre, sautait des repas pour économiser, portait les mêmes vieux vêtements pendant des années, tout ça pour que vous ayez le meilleur. Et comment l'avez-vous remerciée? En la traitant de poids. Stéphane se couvrit le visage, essayant de retenir ses larmes. On ne savait pas. Madame Janine fit un pas en avant. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé, vous ne vous êtes jamais soucié de la regarder vraiment. Sophie tomba à genoux sur le sol. Pour l'amour de Dieu, Madame Janine, on a fait une erreur. On sait qu'on a fait une erreur, mais on doit retrouver ma mère. La voisine regarda la jeune femme à terre et son visage s'adoucit un peu. Il y a d'autres choses que vous devez savoir. Sandrine essuya ses larmes. Quoi? Madame Janine prit une profonde inspiration. Vous vous souvenez quand Sandrine est entrée à l'université? Sandrine acquiesça, confuse. Je me souviens. Maman avait dit qu'elle avait économisé pour payer. La voisine secoua la tête. Mensonge. Elle a vendu les bijoux que votre père lui avait offerts pour leur mariage, les seules choses de valeur qu'elle avait. Elle a tout vendu pour payer tes études. Sandrine sentit le monde tourner. Les bijoux. Ceux que maman gardait dans le tiroir? Madame Janine confirma. Ceux-là. Et il y a plus. Quand Stéphane a eu besoin d'argent pour ouvrir son cabinet d'avocat, vous vous souvenez d'où il venait? Stéphane tremblait. Maman a dit qu'elle avait des économies. Quelles économies? Elle a vendu son alliance, l'alliance que votre père lui avait donnée, le seul souvenir physique qu'elle avait de son mari. Elle l'a vendue pour que Stéphane ouvre son cabinet. Stéphane s'effondra sur le sol, sanglotant. L'alliance de papa. Elle a vendu l'alliance de papa pour moi? La voisine n'eut aucune pitié. Oui. Et quand Sophie s'est mariée et a eu besoin d'argent pour la fête, vous croyez que ça venait d'où? Sophie pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Non, s'il vous plaît, non. Madame Janine continua. Elle a fait un prêt. Un prêt qu'elle remboursait encore quand vous l'avez expulsée. Elle a passé les 3 dernières années à payer les mensualités du mariage d'une fille qu'il a maintenant traitée comme un déchet. Sandrine s'effondra à côté de ses frères et sœurs. Tous les 3 pleuraient sans s'arrêter. Madame Janine les regarda avec un mélange de pitié et de colère. Et vous savez le pire? Stéphane leva les yeux, le regard bouffi. Il y a pire? La voisine acquiesça. Oui. Il y a un mois, Monique a reçu une lettre. Je l'ai vue la lire et pleurer dans le jardin. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle me l'a montré. C'était de ses parents, disant qu'ils la cherchaient, qu'ils voulaient faire la paix, qu'ils lui avaient laissé un héritage. Sandrine devint livide. Elle savait? Elle était au courant de l'héritage depuis un mois. Madame Janine confirma. Elle savait. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a gardé la lettre dans un tiroir et a continué à vivre sa vie simple. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'argent, qu'elle avait tout ce qu'elle voulait. Vous 3. Le silence qui suivit fut dévastateur. Monique avait découvert il y a un mois qu'elle était l'héritière d'une fortune. Elle aurait pu aller chercher l'argent, changer de vie,
mais elle avait choisi de rester avec ses enfants. Et ses enfants, un mois plus tard, l'avaient expulsée sous la pluie. Stéphane était en hyperventilation. On est des monstres. On est pire que des monstres. Sandrine se traîna jusqu'à Madame Janine et s'agrippa au bas de sa jupe. S'il vous plaît, savez-vous où elle est? La voisine secoua la tête. Non, mais si vous la trouvez, vous ne méritez pas son pardon. Sophie se releva en chancelant. On sait qu'on ne le mérite pas, mais on doit essayer. On doit demander pardon. On doit lui dire qu'on a tout découvert. Les trois rentrèrent dans la maison comme des zombies. Ils commencèrent à tout fouiller, cherchant d'autres indices, d'autres informations, n'importe quoi qui pourrait les aider à comprendre qui était la mère qu'ils avaient expulsée. Ils trouvèrent de vieux cahiers où Monique notait toutes ses dépenses. Ils virent des années d'économie, centime par centime. Ils virent des notes comme « J'ai sauté mon déjeuner pour qu'il en reste pour les enfants » ou « J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin à coudre pour payer l'école, j'ai vendu la dernière boucle d'oreille que j'avais pour acheter des médicaments pour Stéphane. » Sandrine trouva un dossier caché sous le lit de sa mère. À l'intérieur se trouvaient tous les reçus de paiement du prêt pour le mariage de Sophie. Toutes les mensualités à jour, toutes payées avec sacrifice. Il y avait aussi une enveloppe avec de vieilles photos, des photos de Monique jeune, à des fêtes luxueuses, entourée de gens importants, une vie qu'elle avait laissée derrière elle. Et au fond du dossier, une photo différente. Monique, le jour de son mariage avec leur père, robe simple, sans luxe, mais souriant d'une manière qui montrait qu'elle était sincèrement heureuse. Stéphane trouva de vieilles lettres de leur père à leur mère, des lettres d'amour simples mais sincères, et il trouva les réponses que Monique avait écrites mais jamais envoyées. Dans l'une d'elles, il était écrit « Mon amour, je sais que notre vie est difficile. Je sais que tu te fatigues à tant travailler, mais je veux que tu saches que je ne regrette rien. J'échangerai 1000 fortunes pour une seule journée à tes côtés. Toi et nos enfants êtes mon trésor. » Stéphane lisait et pleurait. Il pleurait et lisait dans un cycle qui semblait sans fin. Sophie trouva un vieux journal intime, l'ouvrit à une page au hasard et lut. Aujourd'hui, Sandrine m'a dit que j'étais ennuyeuse parce que je ne l'ai pas laissée sortir au milieu de la nuit. Ça m'a fait mal, mais je sais que c'est une phase de l'adolescence. Elle ne comprend pas que je m'inquiète, que je l'aime plus que tout, que je ferai n'importe quoi pour elle. Un jour, elle comprendra. Un jour, ils comprendront tous. Sophie referma le journal et le serra contre sa poitrine, sanglotant. Maman croyait qu'un jour on comprendrait. Et quand elle avait le plus besoin de nous, on a montré qu'on n'avait jamais rien compris. Les trois passèrent l'après-midi entier à découvrir la vérité sur la mère qu'ils n'avaient jamais remarquée. Chaque tiroir ouvert était un nouveau coup de poignard dans le cœur. Chaque objet trouvé était une preuve de plus de l'amour inconditionnel qu'ils avaient reçu et jamais apprécié. Quand le soleil commença à se coucher, ils étaient tous les trois assis par terre dans le salon, entourés des preuves de leur ingratitude. Sandrine regarda ses frères et sœurs. On doit la retrouver, non pas pour l'argent, mais parce que c'est la chose juste à faire. Stéphane acquiesça. Même si ça prend des années, on doit lui demander pardon. Sophie essuya ses larmes. Et si elle ne pardonne pas? Sandrine répondit d'une voix ferme. Alors on l'acceptera, parce qu'on ne mérite même pas le pardon. Mais on doit essayer. À ce moment, le téléphone de Sandrine sonna. C'était un numéro inconnu. Elle répondit, le cœur battant. Allô? Une voix masculine répondit. Sandrine? C'est Jean, un voisin de la région. J'ai eu votre numéro par Madame Janine. Le cœur de Sandrine s'arrêta. Vous savez où est ma mère? Sandrine faillit laisser tomber le téléphone. Vous savez où est ma mère? La voix de Jean de l'autre côté semblait hésitante. Oui. Elle est ici, chez moi. Je l'ai trouvée évanouie sur la route il y a quelques jours. Le cœur de Sandrine s'emballa. Elle va bien? Oui. Ma femme Nathalie s'est occupée d'elle. Mais je dois vous prévenir. Votre mère ne veut pas vous parler. Stéphane arracha le téléphone des mains de Sandrine. S'il vous plaît, monsieur, on doit la voir. C'est urgent. Jean soupira de l'autre côté. Je vais vous donner l'adresse, mais je ne garantis pas qu'elle vous recevra. Les trois montèrent dans la voiture et partirent en trombe. Le gîte de Jean se trouvait à près d'1 heure de là,
dans une région encore plus simple que la leur. Quand ils arrivèrent, ils virent une humble petite maison en bois, avec une cour en terre battue et quelques poules qui picoraient. Sandrine descendit de la voiture en tremblant. Stéphane était blême. Sophie pleurait avant même de frapper à la porte. Jean ouvrit et les trois virent dans ses yeux un jugement silencieux. Elle est à l'intérieur. Mais je vous préviens. Si vous la faites pleurer à nouveau, vous aurez affaire à moi. Ils entrèrent lentement dans le petit salon et virent Monique assise sur une chaise en bois près de la fenêtre. Elle cousait une rustine sur un vieux vêtement, concentrée sur son travail. Quand elle entendit leurs pas, elle leva les yeux et vit ses trois enfants debout à la porte. Son expression ne changea pas, elle ne montra ni colère, ni joie, elle les regarda simplement et se remit à coudre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix sortit, froide comme la glace. Sandrine fit un pas en avant, les jambes flageolantes. « Maman, on doit te parler. » Monique ne s'arrêta pas de coudre. « Nous n'avons rien à nous dire. » Stéphane s'agenouilla sur le sol, juste devant elle. « Maman, pour l'amour de Dieu, écoute-nous. » Monique arrêta enfin de coudre et regarda son fils à genoux. « Écoutez quoi? Vous avez déjà dit tout ce que vous aviez à dire quand vous m'avez mise à la porte. » Sophie s'effondra en pleurant. « Maman, on a fait une erreur. On a fait une très grosse erreur. » Monique posa sa couture sur le côté et les regarda tous les trois avec un calme qui effrayait plus que la colère. « Une erreur, c'est tout? Vous m'avez traité de poids. Vous avez dit que j'avais déjà trop vécu à vos dépens. Vous m'avez expulsé sous un orage et maintenant vous pensez qu'il suffit de dire que vous avez fait une erreur? » Sandrine tomba également à genoux. « Maman, on a tout découvert sur toi, sur tes parents, sur l'héritage. » Monique ne montra aucune surprise. « Et c'est pour ça que vous êtes venu? Pour l'argent? » Stéphane secoua la tête, désespéré. « Non, ce n'est pas pour l'argent, c'est parce qu'on a découvert qui tu es vraiment. » Monique laissa échapper un rire amer. « Qui je suis? J'ai toujours été la même personne. La différence, c'est que maintenant vous savez que j'ai de l'argent. » Sophie rampa jusqu'au pied de sa mère. « Ce n'est pas ça, maman. On a découvert les lettres, celles que tu as écrites mais jamais envoyées. On a découvert les bijoux que tu as vendus, l'alliance, le prêt. » Monique ferma les yeux quelques secondes. Quand elle les rouvrit, il y avait des larmes. « Vous avez fouillé dans mes affaires. » Stéphane secoua la tête. « Désolé, maman, mais on avait besoin de comprendre. » Monique se leva, les obligeant tous les trois à la regarder. « Comprendre quoi? Que je vous aimais? Vous auriez dû le remarquer quand je passais des nuits blanches à m'occuper de vous quand vous étiez malade, quand je cousais jusqu'au milieu de la nuit pour vous acheter ce que vous demandiez, quand je faisais semblant de ne pas avoir faim pour qu'il reste de la nourriture. Mais non, vous ne l'avez remarqué que lorsque vous avez découvert que j'avais renoncé à 100 millions d'euros. » Sandrine sanglotait. « Maman, Madame Janine nous a tout raconté, sur le fait que tu avais faim, que tu vendais tes affaires, surtout. » Monique regarda par la fenêtre, sa voix sortant fatiguée. « Et ça a changé quelque chose, Sandrine? Tu as passé toute ta vie à penser que j'étais ennuyeuse. Stéphane, tu as toujours eu honte de me présenter à tes amis parce que j'étais trop simple. Sophie, tu as préféré écouter tes frères plutôt que de défendre ta propre mère. » Chaque mot était un coup de poignard précis, car c'était la vérité. Toute la vérité. Stéphane se releva, le visage dévasté. « On a découvert que tu étais au courant de l'héritage depuis un mois. » Monique se retourna lentement. « Je le savais. Et vous savez ce que j'ai fait de la lettre de l'avocat? Je l'ai gardée dans un tiroir et j'ai continué à vivre ma vie. Parce que je ne voulais pas d'argent, je vous voulais, vous. » Sandrine n'en put plus. Elle s'effondra dans un torrent de larmes qui venait de très loin. « Tu avais 100 millions d'euros qui t'attendaient et tu as choisi de rester avec nous. Et on t'a expulsé. » Monique essuya ses propres larmes. « Je vous ai choisi à chaque fois. Depuis le jour où j'ai quitté la maison de mes parents. À chaque fois, je vous ai choisi. Et vous, quand m'avez-vous choisi? » Le silence qui suivit fut suffocant, car la réponse était « jamais ». Il ne l'avait jamais choisi. Sophie se traîna jusqu'à Monique. « Maman, je sais qu'on ne mérite pas le pardon.
Je sais qu'on a été les pires enfants du monde, mais on t'en supplie. Donne-nous une chance de réparer. Monique regarda sa fille cadette à terre. Réparer comment? En me rendant les nuits de sommeil que j'ai perdues, en me rendant les repas que j'ai sautés, en me rendant la dignité que vous m'avez enlevée quand vous m'avez jeté à la rue. Stéphane se leva et parla d'une voix étranglée. On sait qu'on ne peut pas remonter le temps, mais on peut essayer d'être différent à partir de maintenant. Monique secoua la tête. Je ne veux pas que vous soyez différent par peur de perdre un héritage. Je veux que vous soyez différent parce que vous avez appris ce qu'est le caractère. Sandrine essuya ses larmes et regarda sa mère dans les yeux. Tu as raison en tout. On a apprécié que quand on a perdu. On a compris que quand on a découvert l'argent. Et c'est dégoûtant. On est dégoûtant. Monique se rassit, épuisée. Vous voulez que je pardonne? Vous voulez que je retourne dans cette maison et que je fasse comme si de rien n'était? Les trois enfants se regardèrent. Sandrine parla la première. Non, maman. On ne veut pas que tu reviennes. Cette maison n'a jamais été digne de toi. Stéphane compléta. On veut que tu acceptes l'héritage, que tu vives la vie que tu as toujours méritée. Sophie termina. Et si un jour tu arrives à nous pardonner, on sera là, même si ça prend des années. Monique regarda ses trois enfants et, pour la première fois, son expression s'adoucit un peu. Nathalie apparut à la porte du salon, apportant de l'eau. Jean et moi avons parlé avec Madame Monique. Elle va rester ici quelques jours de plus pour réfléchir. Vous pouvez revenir plus tard. Sandrine se leva. On peut t'appeler? Vous pouvez, mais respectez son temps. Les trois enfants se tournèrent pour partir. C'est alors que Monique parla, et la phrase qui sortit de sa bouche fut si puissante qu'elle les glaça tous sur place. Vous savez quelle est la différence entre vous et mes parents? Stéphane se retourna. Laquelle, maman? Monique les regarda tous les trois, les larmes coulant sur ses joues. Mes parents m'ont donné un ultimatum parce qu'ils voulaient me protéger de ce qu'ils pensaient être une erreur. Vous m'avez expulsé parce que je dérangeais votre vie. Mes parents ont fait une erreur par amour. Vous avez fait une erreur par égoïsme. Et cette différence, c'est tout. La phrase résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. Les trois enfants quittèrent cette maison, anéantis, sachant qu'ils avaient entendu la vérité la plus dure de leur vie. Et sachant que le pardon, s'il venait, devrait être gagné avec bien plus que des mots. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette confrontation chez Jean. 3 mois pendant lesquels Sandrine, Stéphane et Sophie appelaient chaque semaine pour prendre des nouvelles de leur mère. 3 mois de conversations courtes, formelles, où Monique répondait juste le nécessaire. Pas de colère, mais pas de tendresse non plus, juste une distance polie qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Les enfants respectèrent son espace, ne la pressèrent pas, montrant seulement qu'ils étaient là, attendant le moment où elle déciderait s'il y aurait pardon ou non. C'est alors que Monique les appela, leur demandant de venir au gîte de Jean, tous ensemble. Elle avait quelque chose d'important à leur dire. Les trois arrivèrent, nerveux, ne sachant à quoi s'attendre. Serait-ce le pardon? La séparation définitive? Ils entrèrent dans le petit salon et virent leur mère assise sur la même chaise en bois. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle, une légèreté sur son visage qui n'existait pas auparavant. Monique attendit qu'il s'assoie et commença à parler d'une voix calme. J'ai accepté l'héritage. Je suis allé au cabinet de Maître Dubois et j'ai signé tous les papiers. Les 100 millions d'euros sont maintenant officiellement à moi. Sandrine, Stéphane et Sophie écoutèrent en silence. Il ne s'agissait pas de l'argent, il s'agissait de leur mère, acceptant enfin quelque chose qui lui avait toujours appartenu. Monique poursuivit. Et j'ai pris quelques décisions sur ce que je vais faire de cette somme. Premièrement, je vais donner 50 millions pour construire un hôpital de proximité, un endroit où les gens simples pourront être soignés avec dignité. Je l'appellerai l'hôpital Elisabeth et Henri, en l'honneur de mes parents. Sophie sentit ses yeux s'emplir de larmes. C'est magnifique, maman. Monique acquiesça. Ils ont commis une erreur avec moi, mais à la fin, ils ont essayé de la réparer. Et je veux honorer cela. Deuxièmement, je vais utiliser 10 millions pour créer une fondation qui aide les femmes qui ont besoin de recommencer leur vie. Des femmes qui ont été abandonnées, rejetées, qui ont besoin d'une seconde chance.
Parce que je sais ce que c'est. Stéphane se racla la gorge, ému. Et le reste, maman? Monique regarda ses 3 enfants avec une expression mêlant amour et tristesse. Le reste, je l'ai divisé en 4 parts égales. 10 millions pour chacun de vous, et 10 millions pour moi. Sandrine secoua la tête. Maman, on ne le mérite pas. Vraiment pas. Monique leva la main pour demander le silence. Je sais que vous ne le méritez pas. Vous l'avez dit vous-même. Mais je ne vous le donne pas parce que vous le méritez. Je vous le donne parce que je suis votre mère, et une mère aime même quand elle n'est pas aimée en retour. Stéphane se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. Monique continua d'une voix plus ferme. Mais il y a une condition. En fait, 3 conditions non négociables. Les 3 enfants la regardèrent, prêts à accepter n'importe quoi. Première condition. Vous ne pourrez toucher à l'argent qu'après 1 an. Et pendant cette année, vous devrez travailler. Sandrine fronça les sourcils, confuse. Travailler où, maman? Monique regarda sa fille aînée. Toi, Sandrine, tu travailleras dans une cantine solidaire, à servir des repas aux personnes qui n'ont rien à manger. Tu feras la plonge, tu serviras les plateaux, tu nettoieras les tables sans te plaindre. Sandrine déglutit, mais acquiesça. J'irai, je te le promets. Monique se tourna vers Stéphane. Toi, tu travailleras sur un chantier de construction, à porter du ciment, à mélanger du mortier, à travailler sous le soleil. Tu sentiras dans ta chair ce qu'est le vrai travail manuel. Stéphane acquiesça sans hésiter. Je ferai tout ce que tu demanderas. Et Sophie, Monique regarda sa Benjamine. Tu donneras des cours bénévolement dans un village défavorisé. Tu enseigneras aux enfants qui n'ont rien. Tu comprendras la valeur de l'éducation que tu as eue. Sophie pleurait. J'irai, maman. Je le ferai avec amour. Deuxième condition, poursuivit Monique. Pendant cette année, vous vivrez dans une maison simple, tous ensemble. Sans luxe, sans confort. Vous apprendrez à cuisiner, à nettoyer, à économiser. Vous vivrez comme j'ai vécu toute ma vie. Les 3 acceptèrent d'une seule voix. On accepte tout. Monique prit une profonde inspiration avant d'énoncer la 3e condition. Et chaque dimanche, vous viendrez dîner avec moi. Vous me raconterez ce que vous avez appris pendant la semaine. Vous partagerez vos difficultés. Et petit à petit, si Dieu le veut, nous reconstruirons ce qui a été brisé. Sandrine s'effondra en larmes. Maman, tu nous donnes une chance? Monique essuya ses propres larmes. Je vous donne la chance que mes parents ne m'ont pas donnée. La chance de faire une erreur et de la réparer. Stéphane se leva et fit un pas hésitant vers sa mère. Je peux te prendre dans mes bras? Monique resta immobile quelques secondes qui parurent une éternité, puis ouvrit lentement les bras. Stéphane courut et serra sa mère fort contre lui, pleurant comme un enfant. Sandrine et Sophie se joignirent à l'étreinte. Tous les 4 restèrent enlacés, pleurant ensemble pour la première fois depuis des décennies. Quand ils se séparèrent, Monique prit le visage de chaque enfant dans ses mains. Vous m'avez profondément blessé. Je ne vais pas mentir en disant que tout va bien. Mais je suis prête à essayer de reconstruire. Parce qu'une famille, ce n'est pas ceux qui ne font jamais d'erreurs, c'est ceux qui ont le courage de les réparer. Une année s'écoula. Sandrine était dans la cuisine de la cantine solidaire, lavant des marmites, quand une dame âgée s'approcha et la remercia pour le repas. Elle dit qu'elle n'avait pas mangé de repas chaud depuis des jours. Sandrine serra la dame dans ses bras et pleura. Pour la première fois, elle comprit ce que signifiait vraiment servir. Stéphane était sur le chantier, portant des sacs de ciment, quand un collègue, un homme simple de 60 ans, partagea sa gamelle avec lui. Il raconta qu'il travaillait là depuis 30 ans pour nourrir ses 5 enfants. Stéphane écouta chaque mot avec un respect sincère. Sophie était dans le village, apprenant à lire à une fillette de 8 ans, quand l'enfant réussit à former sa première phrase seule. La fillette cria de joie et serra Sophie dans ses bras. C'est là qu'elle comprit que l'éducation transformait vraiment les vies. Chaque dimanche, les 3 allaient dîner chez Monique. Ils racontaient les histoires de la semaine, les défis, les découvertes, les leçons. Et Monique écoutait tout avec attention, voyant ses enfants se transformer en personnes dont elle pouvait être fière.
Ils n'étaient pas parfaits, ils commettaient encore des erreurs, mais ils essayaient. Et c'était tout ce qu'elle avait besoin de voir. Quand l'année fut terminée, les trois reçurent l'argent, mais aucun d'eux ne l'utilisa pour le luxe. Sandrine ouvrit un restaurant qui servait des repas gratuits à ceux qui en avaient besoin. Stéphane créa une entreprise de construction qui n'embauchait que des personnes de plus de 50 ans. Sophie fonda une école communautaire où tout était gratuit. Monique était à l'inauguration de l'hôpital qu'elle avait construit quand elle vit ses trois enfants arriver. Ils n'étaient pas venus en voiture de luxe, mais en transport en commun. Ils ne portaient pas de vêtements chers, mais des vêtements simples et dignes. Et quand ils s'approchèrent d'elle, Monique vit dans leurs yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une humilité véritable, une gratitude sincère, un amour désintéressé. « Maman », dit Sandrine en lui prenant la main. « Merci de ne pas avoir renoncé à nous. » Monique sourit. Une mère ne renonce jamais à ses enfants. Même quand ses enfants renoncent à elle. Ce soir-là, tous les quatre dînèrent ensemble dans la maison simple que Monique avait achetée. Ce n'était pas un manoir, c'était un foyer. Un lieu où l'amour comptait plus que le prix. Et alors qu'ils finissaient de manger, Sophie demanda, « Maman, est-ce que tu regrettes quelque chose ?» Monique réfléchit quelques secondes. « Je regrette de ne pas vous avoir parlé de mon passé. Peut-être que si vous aviez su, vous auriez davantage apprécié les choses simples. » Stéphane secoua la tête. « Non, maman. Si tu nous l'avais dit, nous t'aurions aimé pour l'argent auquel tu as renoncé. Maintenant, nous t'aimons pour le sacrifice que nous n'avions jamais vu. » Monique regarda ses trois enfants transformés et sentit son cœur en paix pour la première fois depuis des mois. « Vous avez appris la leçon la plus importante de la vie. Il ne s'agit pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on donne. » Sandrine compléta. « Et nous avons appris avec la meilleure des professeurs. » Stéphane prit la main de sa mère. « On n'oubliera plus jamais, maman. » Sophie termina. « Et un jour, quand nous aurons nos propres enfants, nous leur apprendrons ce que tu nous as appris. Que le caractère ne s'achète pas, il se construit. » Monique sourit, les larmes aux yeux. Et quand ils se levèrent pour faire la vaisselle ensemble, pour la première fois dans cette famille, tout le monde aidait, tout le monde servait, tout le monde aimait vraiment. Parce qu'ils avaient appris qu'une famille, ce n'est pas une question de sang ou d'héritage, c'est choisir d'aimer chaque jour. Même quand ça fait mal, même quand ça coûte, même quand ce n'est pas facile. Et en cette soirée simple, dans une petite maison, autour d'un dîner modeste, Monique obtint enfin ce qu'elle avait toujours voulu. Une famille qu'il aimait pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. Et c'était là la plus grande fortune que l'on puisse posséder.